Bienvenue dans l'infiniment petit. Dans ce monde, vous rencontrerez d'étranges habitants, des atomes, des ions, des électrons, des photons. Les lois qui régissent le comportement de ces habitants sont étonnantes. Une particule peut être à deux endroits en même temps. Imaginez maintenant un ordinateur régi par les lois de l'infiniment petit. Imaginez un ordinateur quantique. Des scientifiques ont eu cette drôle d'idée. Oubliez tout ce que vous savez sur un ordinateur, celui-ci ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Et ça a l'avantage de pouvoir calculer beaucoup plus vite et de faire des calculs qui sont aujourd'hui pas possibles. Ça va révolutionner le monde. La révolution de l'infiniment petit a déjà commencé. Notre journaliste scientifique, Charlotte, est allée à la rencontre d'idées fixes. Un ordinateur quantique comme on en fait encore peu. On le doit à la start-up Alice et Bob à Paris. Cette machine dorée a tout pour impressionner. Sur son architecture descendante, chaque plateau de cuivre est attaché au suivant par une chorégraphie millimétrée de fils. C'est harmonieux, presque poétique. Pierre Février connaît bien cette installation envoûtante. Il est physicien et expérimentateur chez Alice et Bob. On est en face d'un ce qu'on appelle un cryostat à dilution. On a de la chance parce que là, il est ouvert, il n'est pas en opération. En principe, chaque étage que l'on voit est refermé par plusieurs écrans concentriques. Plus on descend, plus on est froid. Donc on a un premier étage qui est à 4 Kelvin. Le dernier étage, celui qui est tout en bas, il va être à 10 millikelvin. Soit juste au-dessus du zéro absolu, la température la plus basse possible. Autrement dit, des centaines de fois plus froid que dans l'endroit le plus froid de l'espace. Cette drôle de bête, le fameux cryostat, est donc une énorme machine à faire du froid, bien plus puissante que le réfrigérateur de votre cuisine. Mais n'était-on pas venu plus tôt pour rencontrer un ordinateur quantique ? Il est pourtant là, sous vos yeux. Le cryostat fait partie de cette installation. Ces canettes grises installées en bas du frigo, c'est le cœur de l'ordinateur quantique. À l'intérieur, plusieurs puces y sont logées. C'est ici que sont faits les calculs. Tout le reste ne sert qu'à réussir à communiquer avec elles. Les signaux micro-ondes vont sortir par ces câbles bleus. Ensuite, ils vont remonter jusqu'en haut du réfrigérateur à dilution. Ces câbles micro-ondes, ils vont descendre d'étage en étage jusqu'à arriver en fait à l'intérieur de ces canettes. Et dans ces canettes, on a ces petits supports. Donc là, on a les connexions sur lesquelles les câbles micro-ondes viennent se visser. Et en fait, à l'intérieur de ce boîtier, on a notre puce soit de silicium, soit de saphir. C'est dans cette puce en fait qu'on a fabriqué nos qubits. On a des pulses micro-ondes qui vont remonter avec d'autres lignes qui vont être amplifiées et qui vont retourner en fait dans l'électronique de contrôle pour être analysées. Oui, cette installation ne ressemble en rien à votre ordinateur de bureau. L'ordinateur quantique n'utilise pas les mêmes objets pour faire un calcul. Tandis que nos bons vieux ordinateurs fonctionnent grâce à des calculs sur des bits, l'ordinateur quantique a besoin de qubits. Ils sont très fragiles. Le moindre rayonnement infrarouge ou micro-ondes, la simple fluctuation du champ magnétique ou la présence d'une minuscule poussière peuvent perturber l'information quantique. Le froid extrême et les boucliers servent justement à les protéger de la moindre perturbation. Je vais vous montrer à quoi ressemble physiquement un qubit. On va essayer d'en voir un avec nos yeux. Le qubit, c'est la petite partie en métal qu'on voit ici. Et ce qu'on voit, par exemple, les longues lignes ici, et qui vont acheminer le signal radiofréquence vers le qubit. Les bits utilisés par les ordinateurs classiques peuvent prendre deux valeurs, 0 ou 1. C'est une sorte d'interrupteur. Soit le courant ne passe pas, c'est un 0, soit le courant passe, c'est un 1. Avec des séquences de 0 et de 1, on peut tout faire sur un ordinateur. Écrire un algorithme, taper un texte, faire une recherche sur Internet, regarder une vidéo. Les qubits, eux, ne sont pas binaires. Ils ne se limitent pas à être un 0 ou un 1. Ils peuvent être les deux à la fois. Plutôt qu'un interrupteur, le qubit est à l'image d'un globe terrestre, une sphère. Appelons le pôle nord 0 et le pôle sud 1. La valeur du qubit est comme un être humain se déplaçant sur le globe. Quand il est au pôle nord, c'est un 0. Au pôle sud, c'est un 1. Mais quand il est n'importe où entre les pôles, il est un peu les deux. Il est 0 et 1 en même temps. En revanche, quand on lui demande sa position, il se passe une chose étrange. Il choisit d'être au pôle nord ou au pôle sud, d'être 0 ou 1. C'est la même chose qu'avec le fameux chat de Schrödinger. Tant qu'on ne cherche pas à savoir s'il est vivant ou mort dans sa boîte, il est les deux à la fois. On parle de superposition.
C'est tout l'intérêt d'un ordinateur quantique, comme l'explique Chloé Poisbeau, la directrice des opérations chez Alice et Bob, où ont été développés de nouveaux qubits dits de chat, en référence à l'expérience de pensée. Ce qui est intéressant avec les lois de la physique quantique, c'est qu'on est au niveau atomique et qu'on peut faire beaucoup plus de choses en parallèle que dans l'informatique classique. C'est vraiment pas la même manière de réfléchir en fait au petit niveau de notre puce. Les ordinateurs quantiques font beaucoup d'erreurs quand ils calculent. Souvenez-vous, les qubits sont très fragiles. À la moindre perturbation de leur environnement, ils peuvent faire deux types d'erreurs. L'une de ces erreurs est appelée retournement de bit ou bit flip, le passage spontané et non voulu du qubit de 0 à 1 ou inversement. Le problème, c'est que si les qubits font des erreurs, à la fin du calcul, votre ordinateur quantique vous renvoie un résultat faux et vous n'avez aucun moyen de le savoir. Pour révolutionner notre futur, l'ordinateur quantique doit d'abord apprendre à faire moins d'erreurs. Pour l'heure, elles sont si présentes qu'elles rendent impossible le moindre calcul intéressant. En 2020, Théo et Raphaël, ils ont créé Alice et Bob à la suite de leur thèse. Donc tous les deux étant en thèse respectivement à l'ENS de Paris et de Lyon. Et donc ils ont décidé de créer Alice et Bob pour faire sortir cette technologie et vraiment construire un ordinateur quantique résistant aux erreurs. L'avantage des qubits de chat, c'est d'être autocorrigé sur un des deux types d'erreurs auxquels est soumis l'ordinateur quantique. Donc on autocorrige le bit flip et il nous reste plus qu'une erreur à régler. En théorie, l'ordinateur quantique fonctionne. Mais le faire sortir du monde des équations et le construire dans notre monde réel, voilà un défi colossal. Les scientifiques expérimentent différentes recettes de cuisine pour les construire. Dans les locaux de la start-up Pasquale à Massy, notre journaliste a pu découvrir un tout autre ordinateur quantique, Orion Beta. Ici, aucune machine dorée, pas de canette grise, pas de méli-mélo de câbles bleus. À la place, on trouve une grande et intrigante boîte noire qui protège la technologie des regards indiscrets. Seules quelques lentilles, des lasers, des lunettes de soleil sèment des indices sur le contenu de l'armoire. Pour trouver où sont les qubits de Pasquale, Charlotte a sollicité l'aide du co-directeur général de l'entreprise, Loïc Henriet. On peut voir donc notamment derrière moi la structure principale en noir qui correspond au cœur du processeur quantique. À Pascal, on a misé sur une technologie particulière. Dans notre cas, on a choisi des atomes, plus précisément des atomes de rubidium. Un atome de rubidium, cela ressemble à ça. C'est lui qui va servir de qubit chez Pasquale. Quand on le laisse tranquille, il est dans son niveau d'énergie le plus bas, c'est un 0. Mais quand il est dans un état d'énergie plus haut, quand il est excité, on dira que c'est un 1. L'avantage fondamental de cette technologie, donc des atomes neutres, c'est que par nature, tous les atomes sont équivalents, ils sont identiques, donc on n'a pas de problème pour construire nos qubits. C'est la nature qui nous les donne et ils sont tous identiques. Dans la boîte noire derrière lui, il n'y a rien. Littéralement. Les atomes de rubidium sont plongés dans un vide, plus vide encore que l'univers même. Pour qu'ils y restent et soient bien ordonnés, les atomes sont pris en tenaille par de puissants lasers. Il ne reste qu'à les manipuler en les bombardant avec des lasers pour les faire changer d'état. Ce sont ainsi de parfaits qubits. Enfin presque, car pour jouir des promesses de l'ordinateur quantique, il faut aussi réussir à intriquer ces ingrédients. Quand 2, 3 ou plusieurs qubits sont intriqués, ils agissent comme des siamois. Leurs états sont interdépendants. Ils deviennent ainsi une sorte de super qubit qui a la possibilité d'explorer davantage de chemins en même temps. Alors, l'air de rien, cette surprenante propriété permet aux ordinateurs quantiques de trouver plus rapidement la solution. L'intrication, c'est une corrélation entre particules qui n'a pas d'équivalent classique. Cet ingrédient fondamental, cet ingrédient supplémentaire qui fait qu'on peut avoir des opérations qui sont plus riches que les ordinateurs classiques. Prenons l'exemple d'un problème difficile pour nos ordinateurs, celui du voyageur. Imaginez un livreur qui doit relier Lille à Marseille, mais en chemin doit passer par Strasbourg, Caen, Tours, Poitiers et Dijon pour livrer ses colis. Dans quel ordre doit-il visiter ces villes pour minimiser ses kilomètres ? Votre ordinateur ne peut pas faire 2 calculs en même temps. Sa seule option est donc de tester tous les trajets possibles les uns après les autres pour trouver le meilleur. Dans ce cas de figure, il fera 120 itinéraires différents. C'est encore raisonnable, mais si on ajoute 5 autres villes à la liste
il doit tester 3 628 800 itinéraires. Très vite, cela sera compliqué. Grâce aux drôles de propriétés de ces qubits, l'ordinateur quantique, quant à lui, fonctionne différemment. Il teste tous les chemins en même temps. Il fait s'éliminer entre eux les chemins qui seront trop longs, de sorte qu'à la fin, il ne reste qu'une seule bonne réponse, le chemin le plus court. Et tout cela en un seul calcul. Les lois de l'infiniment petit s'avèrent terriblement efficaces ici. Comme les qubits sont quantiques, il est plus facile de décoder le monde de l'infiniment petit. Par exemple, la manière dont interagissent des molécules. Grâce à cela, l'ordinateur quantique est un outil adapté pour trouver et tester de nouveaux médicaments. Mais l'ordinateur quantique est également redoutablement efficace pour résoudre des problèmes inaccessibles à nos ordinateurs actuels. Alors, réussir à construire un ordinateur quantique pourrait engendrer une révolution dans beaucoup de domaines. En aéronautique, en logistique, en production d'engrais. Ces promesses sont alors multiples, allant de la production d'engrais moins énergivores à l'amélioration des prévisions météo. Après, l'impact sera indirect. Si on arrive à créer de nouveaux matériaux avec un ordinateur quantique, on pourra imaginer ensuite des technologies développées à partir de ces matériaux qui passeraient dans le grand public. Donc, par exemple, avec des trains à sustentation magnétique à température ambiante. S'il est difficile de prédire jusqu'où l'ordinateur quantique pourrait nous conduire, une chose est sûre. Avec lui, il faudra rester prudent. Tout n'est pas tout rose dans le monde du futur propulsé par l'ordinateur quantique. Il y a évidemment des risques associés à l'émergence des ordinateurs quantiques. Le principal reste le risque en termes de cryptographie. Donc un acteur qui posséderait un ordinateur quantique parfait actuellement serait en mesure de décoder l'intégralité des messages transmis dans le monde, ce qui poserait quand même de grands problèmes de confidentialité. Nos échanges, qu'ils soient des paiements en ligne, des discussions sur des applications, sont aujourd'hui protégés par des algorithmes de chiffrement contre lesquels nos ordinateurs actuels ne peuvent rien faire. Sauf que l'ordinateur quantique et sa manière de calculer changent la donne. Certains planchent dès à présent sur de nouveaux algorithmes résistant à ces puissances de calcul. On peut difficilement prédire l'avenir, mais pour l'instant, on n'envisage pas une utilisation par des particuliers de processeurs quantiques. De même que le transistor a révolutionné notre quotidien, les ordinateurs quantiques pourraient bien nous faire entrer dans une nouvelle ère technologique. Si nous ne sommes pas près d'avoir un ordinateur quantique sur notre bureau, nous serons tout de même les principaux concernés par la révolution entraînée par son avènement.